Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche, l'affaire d'espionnage chez Renault. 3 cadres ont été licenciés. Le groupe a porté plainte contre X. Une enquête est en cours. Les enjeux sont considérables. Et le PDG de Renault, Carlos Ghosn, est notre invité. Il s'exprime pour la première fois à la télévision. Carlos Ghosn, bonsoir. Bonsoir. On a entendu les 3 cadres qui ont été licenciés. Ils clament leur innocence. Est-ce que vous avez eu des preuves formelles de leur culpabilité? Écoutez, nous avons des certitudes. On n'avait pas de certitude, on n'en serait pas là. Mais il faut savoir, si vous voulez, comment ça se passe dans une entreprise de la taille de Renault. Y a-t-il eu, oui ou non, une affaire d'espionnage au sein de Renault? C'est bien la Chine qui serait derrière cette affaire d'espionnage touchant à la voiture électrique, projet phare dans lequel Renault et son allié japonais Nissan ont investi 4 milliards d'euros. Ce matin, la direction juridique confirme dans un communiqué qu'il s'agit de faits très graves qui menacent des actifs stratégiques, intellectuels et technologiques. Cette histoire commence par un courrier anonyme envoyé fin août 2010 à 4 des plus hauts dirigeants du groupe Renault. Au siège du constructeur, à Boulogne-Billancourt, là où se décide le présent et l'avenir du groupe, on s'interroge. Si les lettres anonymes sont courantes dans les grandes entreprises, celle-ci est particulière. Elle accuse Michel Balthazar, l'une des 25 personnes les plus puissantes de Renault, d'avoir négocié un pot de vin. Elle désigne aussi un petit jeune qui a vite compris comment ça marche pour remplir son compte en banque. Au sommet de la hiérarchie, Patrick Pellata, le numéro 2 de Renault, est immédiatement informé de l'affaire. Au début, on ne prend pas ça très sérieusement. Mais bon, on demande à l'équipe de sécurité de faire les vérifications, je dirais, de routine. Rémi Pagny, qui était le directeur de la protection du groupe, DPG, trouve cette lettre anonyme parmi le courrier qui est en attente pendant ses congés. Il va en faire part rapidement à Christian Husson, qui est le directeur juridique du groupe. Il va également en faire part et rencontrer physiquement Jean-Yves Coudriou, qui était responsable des cadres dirigeants de Renault. Alors, les directives sont données pour ce qu'on va appeler pour déclencher les recherches au plus tôt le 7 septembre, le mardi 7 septembre. La direction de la protection du groupe est dirigée par Rémi Pagny, un ancien des services secrets. Ses 2 plus proches collaborateurs sont Dominique Gevray, un ancien militaire des services de renseignement de l'armée, et Marc Tixador, un ancien policier de la brigade financière. En concertation avec Tixador et Pagny, on décide de se retourner sur le Belge, qui, par le passé, avait déjà travaillé pour nous sur ce genre d'affaires. Celui que Dominique Gevray appelle tout simplement le Belge est un ancien militaire des services secrets de Belgique. La direction de la protection du groupe a déjà fait appel à cette source extérieure à Renault, qui a accès à des informations bancaires hautement confidentielles. La procédure doit rester discrète. La source transmet oralement à Dominique Gevray ces informations. Marc Tixador les retranscrit ensuite dans des comptes rendus. La première découverte du Belge est fracassante. Elle révèle que Michel Balthazar détiendrait 180 000 € sur un compte bancaire au Liechtenstein. La direction du groupe est très inquiète. Michel Balthazar n'est pas n'importe qui. Le papa de la Laguna est l'un des ingénieurs parmi les plus réputés de l'entreprise. Proche de la retraite, il a fait toute sa carrière chez Renault. Michel Balthazar, c'est un collègue très, très proche. J'ai travaillé avec lui, on a fait plein de choses ensemble. Et donc vous êtes pris entre votre amitié ou camaraderie, appelez ça comme vous voulez, d'un côté, et puis le devoir de dirigeant d'entreprise qui est que il faut arriver à éclaircir cette affaire et puis surtout à faire qu'elle s'arrête, quoi.
L'énigme du petit jeune, dénoncé dans la lettre anonyme, est vite résolue par Dominique Gevrey et ses collègues de la DPG. En faisant quelques recoupements simples, ils identifient derrière ce sobriquet Mathieu Tenenbaum, un trentenaire très prometteur qui en quelques années a gravi tous les échelons de la hiérarchie. Ce qui m'a intrigué, c'est que je connais l'un des trois qui a été impliqué dans cette affaire, donc Mathieu Tenenbaum. Et c'est quelqu'un d'assez jeune qui, franchement, n'a pas un look de gangster, qu'on imagine très difficilement jouer les James Bond. Le gars qui faisait le travail au quotidien de la négociation sur le véhicule électrique, c'était Mathieu Tenenbaum. Et donc il était au courant de beaucoup de choses sur le véhicule électrique, comme Michel Balthazar et comme Bertrand Rochette. Bertrand Rochette est le troisième suspect identifié par la source belge. Le nom de cet ingénieur, en poste depuis plus de 20 ans chez Renault, n'apparaissait pas dans la lettre anonyme. Bras droit de Michel Balthazar, il est à son tour soupçonné d'avoir touché 35 000 € sur un compte en Suisse. Bertrand Rochette, l'architecture avancée de la Zoé, c'est lui qui l'avait faite. C'était un des ingénieurs les plus impliqués, non pas sur la batterie, ni sur le cœur de la technologie en fait, mais sur l'architecture d'ensemble de la voiture. À la direction générale du groupe, on commence à s'inquiéter sérieusement. Michel Balthazar, Bertrand Rochette et Mathieu Tenenbaum travaillent tous les trois sur le programme le plus susceptible de faire des envieux, la voiture électrique. Vous savez, dans des phases où la technologie devient un élément majeur de la compétition, passer de la tentation à l'acte, je pense que c'est toujours possible. Donc c'était difficile à croire, mais pas complètement impossible à croire. Le véhicule zéro émission est le projet phare de Carlos Ghosn. Le PDG de Renault-Nissan a l'ambition d'être le premier à inonder le marché de voitures totalement électriques et par la même occasion révolutionner le monde de l'automobile. Ladies and gentlemen, the chairman and chief executive officer of Renault, Mr. Carlos Ghosn. Good morning, ladies and gentlemen. Renault has been developing zero-emission vehicles for several years. Today, I have the great pleasure to show you Renault's upcoming zero-emission vehicle lineup, not just one, but 4 models. Je me souviens très bien de 2009, l'année du salon de Francfort. En dehors du salon, on commence à voir des affiches, des panneaux. Renault annonce qu'il va communiquer sur l'électrique. Et ça, c'est le coup d'envoi vraiment de la stratégie produit. Et très clairement, c'est lui qui vole la vedette cette année-là au salon de Francfort, qui est pourtant un salon, on est dans le jardin des constructeurs allemands, c'est plutôt des voitures puissantes, où l'aspect électrique est quand même mis de côté, très clairement. Et donc Renault frappe fort et impressionne quelque part les médias et la concurrence. The time is right for zero emissions. Our world is facing an environmental challenge. All of us that produce and use cars need to be part of the solution. Carlos Ghosn veut marquer l'histoire. Il veut que le nom de Renault-Nissan soit accolé à celui de l'électrique. Et à l'époque, quand on se replonge en 2010, les pouvoirs publics ont été convaincus par les arguments de Carlos Ghosn, donc sont prêts à soutenir la filière électrique, persuadés qu'ils sont que ça va aider également l'industrie française à aller de l'avant. Par ici, Monsieur Sarkozy. Alors, le premier contact a été excellent. Lorsque, sur l'automobile, nous avions une enveloppe de 750 millions, lorsque vous allez voir des industriels et que vous leur dites que l'État est prêt à mettre 750 millions pour dynamiser leur filière, vous avez le tapis rouge. C'est vraiment un job extraordinaire. Et ils viennent nous voir avec un projet initial qui est de dire, puisque moi je mets au cœur de ma stratégie véhicule électrique, je veux essayer de maîtriser la batterie, la technologie de la batterie. Nous allons bénéficier de notre alliance avec Nissan. On va faire une usine de fabrication de batteries en France et c'est gagnant-gagnant. Donc Renault a fait un effort énorme en termes d'investissement et en termes de communication sur le véhicule 100% électrique.
On est en train de monter en cadence sur les ingénieurs qui font le développement de tout le packaging de la batterie avec LG. La Zoé est déjà, enfin pour moi l'architecture est déjà à peu près figée. Oui, on est en pleine montée en puissance de l'ingénierie en fait. C'est dans ce contexte que la lettre anonyme atterrit sur les bureaux de la direction. Le projet électrique est en bonne voie, la recherche avance, l'État soutient le constructeur. Pour Renault, la possibilité de se faire espionner n'est pas insensée. À peu près tout le monde a annoncé des véhicules électriques pour 2017-2018. Volkswagen, BMW, Daimler, les Chinois. On n'a pas parlé des Chinois, mais les Chinois, ils ont quand même annoncé dans leur plan, ils ont annoncé 5 millions de voitures électriques produites en 2020. Donc il peut très bien y avoir un constructeur chinois ou autre qui commence à faire des voitures pas chères et qui gagne 2-3 ans de développement en copiant des choses qui sont chez Renault. 2 mois après avoir commencé son enquête, le Belge transmet au service de sécurité de Renault une information qui confirme les soupçons de la direction. En remontant la filière de corruption, l'enquête révèle qu'une société chinoise est à l'origine des pots de vin, la China Southern Power Grid. Et c'est probablement à ce moment-là que moi je suis allé voir Carlos Ghosn en lui disant alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on passe à la police en fait? Ou est-ce qu'on continue? Le patron de la sécurité interne de Renault disait aller vers la DCRI, ça va nous ralentir. Il disait quelque chose qui est assez ironique quand on connaît la suite. Ils n'ont pas les mêmes moyens que nous, il y a des choses qu'on peut faire mais qu'ils ne peuvent pas faire. Et puis, troisième élément, il disait il y a toujours des risques de fuite. Carlos Ghosn refuse catégoriquement de saisir les services du contre-espionnage de l'État, par ailleurs actionnaire principal de Renault. L'enquête doit être poussée plus loin avec les moyens en interne. À la direction de la protection du groupe, c'est l'effervescence. Pagny était très excité, il faut foncer, il faut aller plus vite, c'est l'affaire de ma vie. Le président suit le dossier au quotidien. Voilà. Pour eux, ils sont partis dans une affaire d'espionnage. Moi, je vois le patron de la sécurité, je dirais peut-être tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, quelque chose comme ça. Il arrivait à chaque fois avec des documents qu'ils avaient reconstruits. Donc, ils montraient les numéros de compte, ils montraient les liens avec des petits schémas qu'ils avaient construits entre la banque de machin chose à Malte, ou etc. Et c'est tout. Il y avait jamais de documents concrets parce que c'était censé passer par être un intermédiaire qui, lui, avait accès aux fichiers. Donc, on savait qu'on était en train de toucher à des choses un peu sulfureuses. Les révélations ne s'arrêtent pas là. Quelques semaines plus tard, en suivant la piste chinoise, la source découvre l'existence d'un nouveau compte, codé cette fois Yamawaka. Derrière cet anagramme se cache le nom de la ville de naissance de Toshioki Shiga, le patron de Nissan. La source déclare que celui-ci aurait touché près de 6 millions de dollars virés sur un compte en banque secret basé à Singapour. Shiga est un proche de Carlos Ghosn et de Patrick Pellata. Il a été leur interlocuteur principal lors du rapprochement entre Renault et Nissan en 1999. Il dirige l'entreprise japonaise depuis 2005. Dès que le nom de M. Shiga apparaît, oui, pareil, il faut aller plus haut et trouver les détails de ses comptes, à qui est-ce qu'il pourrait rétrocéder de l'argent, etc., etc. Mais là, il faut surtout le taire. Il était hors de question de faire travailler quelqu'un chez Renault sur une personnalité Nissan. Carlos Ghosn décide alors de prendre le contrôle direct et exclusif de l'enquête, quitte à se couper de son plus proche collaborateur, son camarade de promotion, le seul à le tutoyer chez Renault. Il ne m'a jamais dit, par exemple, que le patron de Nissan faisait aussi partie des... Donc ça, c'est clair que là, moi, ça commençait à faire beaucoup, quoi, de gens... Et en plus, le patron de Nissan, c'était impossible de voir quelle motivation il pouvait avoir. Je le connais vraiment bien, j'ai travaillé avec lui longtemps. Donc ça, je pense que s'il avait partagé ce fait-là plus tôt, moi, j'aurais aussi dit, ça commence à faire beaucoup. Mais il n'a pas partagé. Carlos Ghosn veut aller vite. Il faut neutraliser les espions présumés. Sa décision est prise,
Michel Balthazar, Bertrand Rochette et Mathieu Tenenbaum seront licenciés à leur retour des vacances de Noël. Le 3 janvier, au petit matin, les 3 cadres sont convoqués pour un entretien de routine avec leur hiérarchie. Mais derrière ce rendez-vous anodin se cache une mise en scène préparée depuis plusieurs semaines. À l'arrivée de messieurs Balthazar, Rochette et Tenenbaum, chacun dans un bureau, des magnétophones ont été dissimulés pour enregistrer ces entretiens. Il y a donc trois personnes qui doivent être entendues et trois personnes qui doivent interroger. Voilà. Patrick Pellata, Christian Husson et Jean-Yves Coudriou sont désignés pour mener les interrogatoires. Le stratagème mis en place est simple, les 3 entretiens sont enregistrés. Et dans un bureau annexe, sur son ordinateur, Rémi Pagny écoute les discussions et retranscrit en temps réel les informations clés à ses supérieurs. Nous savons que tu as commis des actes graves. Les actes en question, nous savons qu'il s'agit de corruption. Nous savons que ça concerne des intérêts étrangers, concurrents, probablement en bande organisée, et donc c'est très grave. Donc tu vas sortir d'ici tout à l'heure avec une mise à pied conservatoire, en vue très certainement d'une procédure de licenciement. Mais je vois pas ce que je... Si tu vois, Mathieu. Non, mais... On sait. Oui, ne te fatigue pas. Mais j'ai rien à dire. Mathieu, nous savons. L'équipe me dit, mais toi, tu es le mieux placé pour interviewer Bertrand Rochette, parce que vous êtes très proches. Donc si vraiment s'il y a quelqu'un qui craque, c'est plutôt lui qui va craquer. C'est lui qui a touché le moins d'argent aussi. Donc normalement, il est dans le scénario dont on parle. Normalement, c'est lui qui est le plus... comment dire, pour lequel dire la vérité coûtera le moins, quoi. Donc on espère que c'est lui qui va craquer. Comme je suis très proche de lui, tout le monde me dit, bah, c'est à toi de le faire. Bon, Michel, je voulais le voir, parce qu'on a appris des choses un peu embêtantes te concernant. Des choses un peu graves, qui s'apparentent à la corruption. Oula, quoi? Michel, les choses sont sérieuses. Mais je sais bien que les choses sont sérieuses. Parce que l'entretien d'aujourd'hui... Je suis un homme sérieux. Je sais bien. Moi aussi, tu te doutes bien que ça n'amuse pas. On a quand même une histoire Renault, tu es un des plus grands noms de Renault. La suite de l'entretien aujourd'hui, c'est mise à pied conservatoire. C'est-à-dire que tu quittes l'entreprise sur le champ. Tu peux m'en dire un peu plus, j'ai vraiment aucune idée. C'est à toi de m'en dire un peu plus. Mais nous en dire à nous l'entreprise. Mais je n'ai rien fait. Mais je n'ai pas conscience d'avoir fait quelque chose. Ça, c'est terrible. Je vois pas ce que c'est. Je vois pas ce que c'est. Je vois pas ce que c'est. Moi, j'étais à la porte de l'entretien de M. Balthazar. Voilà, on attendait. Et après, oui, c'est vrai que c'était pas très glorieux. Parce qu'en sortant, M. Balthazar, que je n'avais jamais vu, qui est même un personnage au sein de Renault, avait une mine assez déconfite. Et donc, on a eu ordre par Coudriou de le raccompagner au parking à sa voiture et de l'accompagner jusqu'au centre, jusqu'à la sortie du technocentre. Ce rendez-vous va évidemment faire changer sa vie. Il est dans la situation de l'innocent, à qui on vient dire que sa culpabilité est absolue sur tous les sujets. On lui retire tous ses passes, toutes ses clés, tous ses ordinateurs, sa voiture de fonction, tout. Il sort de ce rendez-vous à pied et avec beaucoup d'émotion, il a raconté ça. Il se retourne une dernière fois vers ses bureaux et il pleure. Moi, je suis dans une situation
très très inconfortable à ce moment-là, parce que ce truc me plaît pas, mais vraiment pas. Faire l'enquête nous-mêmes, c'est un truc, je le fais par discipline, mais je vois vraiment pas comment on va s'en sortir, sauf un coup de chance énorme cette matinée-là, quoi. Après, les dés sont jetés et on peut plus rien faire. Donc moi, à la fin, je sais sortir de l'entretien, je sais toujours pas s'il est coupable ou pas, quoi. Mais je sais vraiment pas. RTL Matin. Ce matin sur RTL, Jean-Michel Apathy, vous recevez le ministre de l'Industrie. Bonjour Éric Besson. 3 ingénieurs du constructeur automobile Renault ont été mis à pied lundi sur la base d'un soupçon d'espionnage industriel. Avez-vous des informations sur ce dossier? J'ai discuté avec la direction générale. Je ne peux pas évoquer les faits, vous l'imaginez. Il y a une procédure en cours. Pour l'instant, c'est une mise à pied à titre conservatoire, comme on dit juridiquement, qui a été prise à l'encontre de 3 cadres. On parle de secrets diffusés concernant la voiture électrique? Il semble que ça concerne la voiture électrique, mais je vous l'ai dit, je ne veux pas aller plus loin. La présomption d'innocence, ça existe en France et il y a des procédures contradictoires à respecter. Renault n'a donc plus le choix. L'État l'oblige à porter plainte et à confier l'enquête à la Direction centrale du renseignement intérieur, la DCRI. À cette occasion, donc, on m'explique que l'entreprise a fait l'objet de fuites organisées par certains cadres, et que, selon leur dire, encore une fois, ces cadres auraient été manipulés par des agences chinoises ou d'origine chinoise, et qu'ils en avaient la preuve matérielle et dûment caractérisée. Et c'est là où je me permets d'insister sur le fait de savoir comment ils ont pu obtenir des comptes bancaires, des orientations, plus que des orientations d'enquête, mais des certitudes sur le paiement, l'origine chinoise des paiements, et puis comment avez-vous donc pu payer toutes vos investigations de type largement privé qui ont été effectuées à la place de la puissance publique qui a un intérêt puisque nous sommes payés pour effectuer ce type de mission. Tandis que la DCRI s'interroge sur les méthodes d'investigation de Renault, les médias et la sphère politique s'emballent, bien épaulés par le service de communication du constructeur. Paris se défend d'avoir désigné quiconque du doigt, mais les spécialistes de l'intelligence économique ont peu d'hésitation. C'est bien la Chine qui serait derrière cette affaire d'espionnage touchant à la voiture électrique, projet phare dans lequel Renault et son allié japonais Nissan ont investi 4 milliards d'euros. C'est vrai qu'on observe depuis maintenant une dizaine d'années, en particulier depuis l'émergence de la Chine comme acteur industriel majeur, un développement dans les relations commerciales internationales des pratiques qui s'apparentent à de l'espionnage industriel. Les brevets pillés concerneraient le moteur et la batterie des futures voitures électriques de Renault-Nissan. C'est un projet hyper stratégique. Renault, comme d'autres, sont victimes d'une guerre d'intelligence économique. Nous souhaitons garantir les intérêts de nos entreprises. Nous avons appris cette nouvelle, comme tout le monde, à travers les médias français. Et pendant toutes ces histoires, j'ai entendu souvent parler des experts français concernant le problème d'espionnage industriel ou espionnage chinois. Ils racontent chaque fois des histoires qui sont finalement démenties par les faits. Qu'est-ce que des Chinois viendraient faire chez Renault? Qui plus est, Renault ayant l'ambition de vendre des voitures électriques également en Chine, les Chinois n'ont même pas besoin d'aller espionner, puisque de toute façon, dès lors qu'on entre sur le marché chinois, il y a un partage de brevets. Lorsque l'affaire éclate en janvier 2011, la réalité est que Renault a pris du retard sur son planning de lancement du véhicule électrique. Et pourtant, la communication du groupe est très active. Pendant au moins 2 ans, 3 ans, Renault n'a pratiquement rien à montrer, mais par contre communique beaucoup. Beaucoup d'effets d'annonce. En fait, il va y avoir 3 ans de communication, vraiment du buzz, j'allais dire presque du vent, avant qu'il y ait une vraie voiture de série qui arrive sur le marché.
D'ailleurs, beaucoup de personnes se demandaient si Renault avait une carte secrète en main. Quelque part, on se disait, mais qu'est-ce qu'ils préparent pour être aussi sûrs d'eux? Donc on pensait qu'ils avaient des batteries révolutionnaires, qu'ils avaient une technologie venue d'ailleurs. Et en fait, ce n'était pas vraiment le cas. Au moment où l'affaire est révélée, Renault est loin de ses objectifs fixés 3 ans plus tôt. Ses moteurs peinent à voir le jour. Ils seront fabriqués par l'équipementier allemand Continental. Et comble du retard, Renault et Nissan ne s'entendent pas sur le modèle unique de batterie à adopter pour leur voiture. Le Français choisit finalement une batterie coréenne au détriment de celle développée par Nissan. Ne pas choisir la batterie de Nissan NEC, c'est un drame au sein de l'Alliance, avec Carlos Ghosn qui est pris un peu au milieu. Avec mes anciens collègues de Nissan, on a des discussions très, très chaudes parce qu'ils vivent ça un peu comme une trahison. Et moi, j'essaie de leur expliquer que c'est un problème pour Nissan, que la compétitivité de leur batterie soit pas bonne comparée à celle de LG. Donc ça crée... c'est pas des moments faciles au sein de l'entreprise. Ces soupçons d'espionnage industriel interviennent alors que les constructeurs chinois développent déjà leur propre modèle de voitures électriques. La Chine s'est lancée très tôt dans le secteur des véhicules électriques. Dès 1993, un projet de véhicules électriques a été déjà inscrit dans le plan quinquennal. Et entre 2002 et 2008, plus de 1800 brevets ont été déposés concernant les technologies des véhicules électriques. À cette époque, il n'y a donc pas grand-chose à convoiter chez Renault en matière de voitures électriques, pour les Chinois comme pour les autres constructeurs. Et les dirigeants de Renault le savent très bien. D'aucuns ont pu croire que c'était peut-être un écran de fumée, enfin une façon quelque part de se défausser, histoire de préparer peut-être l'opinion à un éventuel crash industriel. 3 semaines après leur mise à pied, les faux espions reprennent leurs esprits et se défendent. Ce matin, Bertrand Rochette, l'un des 3 cadres mis en cause, sort de son long silence et affirme son incompréhension. J'ai été jeté à la porte de cette entreprise comme un malpropre. Il attend que Renault lui apporte des preuves sur son éventuelle implication. Je ne resterai pas passif et je chercherai et je me défendrai jusqu'au bout dans cette affaire. Je n'ai pas touché d'argent, je n'ai pas de compte en banque à l'étranger et je suis totalement transparent. Maintenant que l'enquête est dans les mains de la justice, j'ai hâte qu'on vienne vérifier mes comptes, mon PC, mon téléphone. Renault porte contre moi des accusations très graves que je réfute totalement. Et donc je n'ai qu'un seul objectif, c'est maintenant de faire reconnaître que je ne suis pour rien dans cette affaire. C'est la pire accusation possible et imaginable concernant Michel Balthazar, c'est la trahison. C'est l'espionnage industriel, c'est l'affaire Dreyfus, ni plus ni moins. Et cet homme qui a fait toute sa carrière chez Renault, et qui a commencé à un niveau moyen et qui a terminé très haut, je me suis dit, mais c'est pas possible, ils sont complètement fous. Cet homme ne peut pas être un espion à la solde de je ne sais qui. Quelques jours plus tard, quand ils ont porté plainte, moi je vais chercher à recréer un contact avec Bertrand Rochette. Et là, toute l'équipe me dit, Husson en premier, ils me disent tu peux pas faire ça parce que tu vas donner des armes et on est rentré dans un mode conflictuel, donc tu peux pas faire ça, quoi. Et là aussi, ça c'est un regret que j'ai aussi, c'est que je pense que j'aurais dû passer outre. Et pourtant, Renault décide de contre-attaquer. Le 23 janvier 2011, 5 mois après avoir reçu la lettre anonyme, Carlos Ghosn s'invite au journal télévisé le plus regardé d'Europe. Et notre invité ce soir, Carlos Ghosn, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous l'avez entendu, beaucoup de questions se posent autour de cette affaire. On a entendu les 3 cadres qui ont été licenciés. Ils clament leur innocence. Est-ce que vous avez eu des preuves formelles de leur culpabilité ? Écoutez, nous avons des certitudes. On n'avait pas de certitude, on n'en serait pas là. Mais il faut savoir, si vous voulez, comment ça se passe dans une entreprise de la taille de Renault. Il y a des dizaines de personnes qui sont impliquées dans cette recherche. Il y a un comité de déontologie qui se penche sur l'affaire, qui est composé par 6 membres du management. Il y a des services de sécurité qui se penchent aussi. Il y a le management directement responsable, le management de l'ingénierie, le management des opérations. Je ne sais pas d'où Ghosn sort, il doit sortir des preuves de son chapeau.
Ou alors je me suis dit, je ne sais pas tout. Quand il parle de dizaines de collaborateurs qui ont travaillé sur ce dossier, je me suis dit, tiens là, il y a un peu d'opacité, il est possible que je ne sois pas au courant de tout. On peut imaginer que ces preuves, vous ayez du mal à les détailler, mais est-ce qu'elles sont par exemple d'ordre financier? Est-ce qu'elles sont des témoignages internes? Est-ce que vous avez des choses concrètes? Elles sont multiples, si vous voulez, et c'est bien pourquoi nous avons déposé une plainte contre X. Tous ces éléments seront transmis à la justice. Nous avons dit que nous allions coopérer complètement, de manière très transparente. Nous attendons les conclusions. J'entends le grand patron de Renault dire le contraire de ce que j'ai dans mon dossier. C'est là où je me dis qu'il y a un problème de communication au plus haut niveau de cette entreprise. Je me demande comment on a pu faire dire le contraire de ce qui allait être la vérité à ce monsieur un dimanche soir, heure de grande audience. Une erreur de casting totale. C'était un moment un peu exceptionnel, c'était encore une fois un moment de crise, ce n'était pas la vie normale d'une entreprise, c'était une plainte, des lettres anonymes, des comptes supposés en Suisse et au Liechtenstein, donc c'était vraiment un moment de crise, c'est aussi ce qui nous intéressait évidemment. Était-il de bonne foi au moment où il vient dire « j'ai des preuves, ces cadres sont coupables » Était-il là pour manipuler l'opinion? Moi je ne peux pas l'affirmer, je n'en sais rien. J'ai compris ce soir-là que le château de cartes allait totalement s'écrouler. Parce que s'il est allé accuser aussi sérieusement que nous savons Michel Balthazar devant 7 millions de téléspectateurs, sans qu'il ait les éléments tangibles qui fondaient cette accusation, alors on est dans une situation où ce qu'il a commis est assimilable à une infraction pénale. Un mois plus tard, le 23 février, coup de théâtre. Le Canard enchaîné révèle que Mathieu Tenenbaum, le petit jeune de la lettre anonyme, n'a pas de compte en Suisse. On est plutôt, certes au départ, sur une affaire d'espionnage industriel, et le ministre Besson l'a dit immédiatement le matin même, puisqu'il avait en charge le portefeuille de l'industrie. On s'éloigne de cette piste pour arriver à une simple affaire d'escroquerie, aux motivations bizarres, encore à ce jour, aux dessins non dévoilés. Le parquet comprend qu'il y a anguille sous roche, que les choses ne sont pas très claires, et là commence une enquête, mais sur tout le monde. Et c'est là où, de la qualité de plaignant, les individus commencent à être soupçonnés. Il est vrai que depuis que l'enquête a été confiée à la DCRI, les responsables de la sécurité de Renault, comme les cadres dirigeants interrogés, se montrent étonnamment peu coopératifs. Ce qui est demandé à Marc Tixador et à Dominique Gevrey d'ailleurs par la société Renault lorsque la DCRI est saisie de cette affaire, c'est de taire tout ce qui concerne le volet Shiga. Monsieur Tixador est un homme fidèle et loyal, et donc dans l'intérêt du groupe, il a suivi les instructions de son supérieur hiérarchique. Il fallait donc mentir sur la continuité de l'enquête et surtout détruire les rapports écrits et dire qu'il n'y avait que des rapports verbaux. Ce n'est que lorsque on avance dans l'enquête, on s'aperçoit que toutes les choses n'ont pas été dites, mais il y a une espèce d'ambiance un peu sectaire où tout le monde dit la même chose et se couvre mutuellement. Jusqu'au jour où je m'en souviens, donc c'est le parquet qui ordonne la saisie des ordinateurs des plaignants, ce qui est quand même assez rare dans ce type d'enquête. La DCRI n'est pas au bout de ses surprises quand elle réalise que le contenu de certains ordinateurs a été effacé, détruisant un ensemble de preuves essentielles pour l'enquête. Tout ceci commence à être un petit peu agaçant. Il ne peut pas y avoir 3 enquêtes parallèles. Donc c'est là où on siffle la fin de la récréation. Revenez pour les crosses, tout le monde au garde à vous, et laissez faire l'enquête judiciaire. C'est navrant, mais ça permettait une chose, c'est de démontrer que quand même, au cœur du système, il y avait un doute qui existait. Moi, j'ai eu les premiers doutes quand, dans une discussion avec Christian Husson,
on a commencé à s'expliquer sur comment les informations nous sont arrivées. Et quand j'ai compris que tout était passé par une seule personne, là, j'ai commencé à me dire, oh là là, notre destin à tous est lié maintenant à l'honnêteté ou pas d'une personne. Donc là, c'est pas sain et c'est pas normal non plus. C'est pas normal qu'on lance quelque chose d'aussi gros fondé sur une seule personne, quoi. L'étau se resserre autour de Renault, qui doute à présent de son propre service de sécurité. Alors, pour sortir la tête haute, le constructeur cherche un responsable. Il veut un nom, celui de la source belge. Depuis plusieurs jours, des cadres, dont une directrice de Renault, m'avaient mis en garde, m'avaient dit « Dominique, attention, la hiérarchie, ça commence à sentir mauvais, ils vont te lâcher ». Je ne voulais pas trop y croire et ils ont insisté. C'est là que j'ai décidé d'acheter par Internet, avec ma carte bleue, un stylo enregistreur. Je me rends au quai Le Gallo, dans le bureau de Husson, il y a Husson et Pagny. Husson tout de suite veut le nom de la source, et je lui dis non, et je lui dis s'il y a quelqu'un à qui je dois donner le nom de la source, ce sera à Carlos Ghosn et à personne d'autre. On est dans un virage difficile à négocier. On est là ensemble pour essayer de sortir une putain de solution. Donc il faut que tu nous aides, et tu ne peux pas dire j'ai un ami de 30 ans qui j'ai toute confiance. Ah, que si, je peux le dire. Ah, que si, je peux le dire. Mais alors, si je t'invite, tu n'as pas le prendre comme ça, parce qu'on est une merde de l'honneur. Mais il n'y a aucun propos là, qui me met en confiance. Déjà, tu dis ton gars, il dit que c'est bien. Ça fait plaisir déjà dans mon cas, quoi. Mais il y a le dossier, donc. Nous ne l'avons jamais vu, Dominique. Nous ne l'avons jamais vu. Je suis désolé, je ne vais pas avoir organiser un repas ensemble. Mais on ne vit pas dans le monde de la police, nous on vit dans le monde du management de la société cotée à l'international. Donc il nous arrive une fuite, on veut en sortir par le haut. C'est pas pour t'emmerder que c'est ça. Dominique Gevrey protège sa source. La direction de Renault n'a plus aucun moyen de prouver ce qu'elle qualifie d'affaire d'espionnage depuis 6 mois et se retrouve acculée. Le moteur se grippe chez Renault. Le directeur général du constructeur reconnaît lui-même qu'il y a désormais de sérieux doutes quant à l'affaire d'espionnage qui a conduit au licenciement de 3 cadres. Ni compte bancaire, ni pot de vin. Plus que jamais, l'enquête de la direction centrale du renseignement intérieur s'oriente vers la manipulation. Aujourd'hui, le directeur général, Patrick Pellata, évoque même dans Le Figaro, à mots couverts, sa propre responsabilité. Donc le 10 mars, moi je fais mon interview au Figaro où en pesant les mots, on dit j'en tirerai les conséquences. On savait que ça commençait et il fallait protéger Carlos Ghosn. Il fallait aussi arrêter le risque d'une surenchère de la part des médias qui demandent de plus en plus. Plus on attend, plus la punition qui est demandée par les médias, par les politiques, qui avaient commencé aussi à parler, là, va être sévère. 2 des 3 cadres des services de sécurité soupçonnés ont été mis hors de cause, mais en revanche, le 3e suspect doit être déféré pour escroquerie. Il ne reste plus rien, en fait, des soupçons d'espionnage industriel. Le 11 mars, je suis interpellé à Roissy. Selon la DCRI, je m'enfuyais en Afrique avec 2000 €. Et donc il était urgent de me mettre sous les verrous. Lors d'un énième entretien à la DCRI, Dominique Gevrey finit par donner le nom de sa source. Aucune charge ne sera retenue à l'encontre du Belge dans cette affaire. Des 3 membres de la DPG, seul Dominique Gevrey est mis en examen. Il purgera une peine de 8 mois de prison en préventive. En quelques jours, la belle affaire d'espionnage se dégonfle et se transforme en banale escroquerie. Les dommages sont énormes, aussi bien dans l'entreprise que pour l'image de Renault. La direction doit à présent faire bonne figure et Carlos Ghosn retrouve le chemin des plateaux de télévision. Carlos Ghosn, bonsoir. Bonsoir. Vous aviez déclaré au mois de janvier dans le journal de Claire Chazal que vous aviez des certitudes et des preuves multiples concernant l'espionnage dont vous pensiez être victime. Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous vous êtes trompé. Quelle conclusion en tirez-vous ce soir ? Écoutez, je me suis trompé, nous nous sommes trompés et il semble que nous ayons été trompés. C'est-à-dire que ceci n'est pas parti de rien, il est parti d'un certain nombre d'informations
qui manifestement aurait été tronqué. Mais tout de même, Monsieur Ghosn, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans une entreprise comme Renault pour en arriver à un tel fiasco? Écoutez, je vous dis, nous avons été trompés, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des systèmes et des procédures qui n'ont pas fonctionné. Ce soir-là, le patron de Renault reconnaît des erreurs et des défaillances dans le management du groupe. Et pourtant, c'est bien Carlos Ghosn qui est à l'origine de cette organisation et de ces procédures qui aurait conduit la direction du 4e constructeur automobile mondial à croire à cette affaire invraisemblable. Pour bien comprendre ce fiasco, il faut remonter à 1995, quand Louis Schweitzer recrute Carlos Ghosn pour redresser les comptes de Renault, alors en perte de vitesse. J'ai souhaité que mon successeur soit ingénieur, mais au fond, ce qui m'a séduit chez Carlos Ghosn, c'est son intelligence. C'est quelqu'un qui est très attentif aux faits et qui sait se concentrer sur l'essentiel. Et je pense que ce sont les qualités d'un bon manager, et je pense qu'effectivement, Carlos Ghosn est un manager exceptionnel. Un an à peine après son entrée en fonction, Carlos Ghosn préconise la fermeture du site de Vilvoorde, en Belgique. Avec cette mesure, il commence à se faire un nom et gagne un surnom, le Cost Killer, le réducteur de coûts. 3 ans plus tard, Louis Schweitzer lui confie une nouvelle mission d'envergure, redresser Nissan. L'entreprise nippone, au bord de la faillite, vient de faire alliance avec Renault, qui a racheté 43% de ses parts. On arrive chez Nissan et Carlos Ghosn va parler pendant 2 heures devant le comité exécutif en disant « Voilà notre analyse de ce qui ne va pas chez Nissan ». Et il pointe une douzaine de points particulièrement durs et il propose immédiatement dans la foulée le Nissan Revival Plan, le plan de renouveau de Nissan. Nissan is in bad shape. This means a 21,000 headcount reduction, or 14% of total employment. We are aiming overall for a productivity increase of a minimum of 20%. The only way to revival required a high level of lucidity, a high level of rigor, and resistance to the temptations of complacency and compromise. Je savais que M. Carlos Ghosn avait déjà fermé l'usine de Renault Vilvoorde en Belgique. J'avais pressenti que nous allions être confrontés à de grandes difficultés. Le syndicat national de la métallurgie et de l'information, appelé GMU, et auquel j'appartenais, nous disait qu'il serait impossible d'éviter que Nissan ferme des usines. Les Japonais l'ont bien compris. Le plan de redressement de Carlos Ghosn est simple mais drastique et touche les employés de Nissan à tous les niveaux de la hiérarchie. Le Cost Killer a décidé d'aller vite et de frapper fort. Le 18 octobre 1999, je travaillais à l'usine de Murayama. Tout le personnel de l'usine a été convoqué à la cantine. Et là, nous avons entendu l'annonce du PDG Carlos Ghosn. Une annonce diffusée dans toutes les usines du Japon. C'était comme si le ciel nous tombait sur la tête. Carlos Ghosn a profité du fait que les syndicats japonais étaient soumis à l'entreprise. En France, vous avez la CGT, c'est très différent. Au Japon, le salarié n'est rien sans l'entreprise. Chez Nissan, quand on prend une décision, elle est irrévocable. Carlos Ghosn a profité malicieusement de cet aspect de notre culture de l'entreprise. Nous étions environ 1800 personnes sur le site de l'usine de Murayama. On a été transférés sur le site de l'usine de Tochigi et d'Oppama selon les modèles de voitures que l'on fabriquait. Personnellement, j'ai dû aller travailler seul à l'usine de Tochigi en abandonnant toute ma famille. J'étais donc très inquiet. L'entreprise ne licenciait pas, mais tout le monde ne pouvait pas suivre sa nouvelle affectation.
Ceux qui ne pouvaient pas suivre étaient obligés de démissionner. Il n'y avait pas d'autre choix. Voilà ce qui s'est passé. Dans l'usine Nissan d'Oppama, où l'on fabriquait le modèle March, un salarié qui venait d'être muté ne s'est pas présenté un matin à l'heure du travail. Ses collègues se sont alors inquiétés et l'ont appelé. On l'a retrouvé mort. La veille, ils avaient bu un verre ensemble. Il leur avait raconté qu'il ne se sentait pas bien. S'il avait été entouré par les membres de sa famille, ils auraient pu lui dire de ne pas aller travailler ce jour-là. Or, il était seul et il n'y avait personne pour s'occuper de lui. Il a fallu en arriver là pour se rendre compte de son mal-être. C'était un cas très grave. Je pense que dans un système occidental, les gens résistent à des pressions comme ça. Il y a plein de moyens de le faire. Et que là, l'engagement était vraiment tellement fort qu'il est devenu prédominant dans la tête des gens sur l'équilibre de vie, des choses. Bon, c'est toujours un peu vrai, ça. Hein. C'est jamais. Hein, on est dans des zones grisâtres du management et de la réaction sociale à une pression de management. Mais c'est vrai que, moi je me souviens très bien de cette réunion assez dramatique avec les syndicats. Je me suis dit, oula, on est vraiment allé loin. Mais les résultats sont là. Nissan est redressé 1 an avant l'échéance annoncée. Et l'entreprise a vu son poids en bourse être multiplié par 5. Auréolé de son succès, Carlos Ghosn continue sur sa lancée et applique à Renault les recettes qui ont permis de redresser Nissan. En 2006, devant les caméras du monde entier, il dévoile un programme ambitieux de modernisation de Renault qu'il compte appliquer en 3 ans, le contrat Renault 2009. Le contrat Renault 2009 était un plan ambitieux. Et qui était justement, c'était le premier, je dirais, c'était le premier acte de management 100% Ghosn, d'une certaine façon. Il était important pour moi de prendre le temps d'écouter les collaborateurs de Renault à tous les niveaux, dans tous les secteurs de l'entreprise, partout dans le monde. Seul à la tribune et avec conviction, le nouveau PDG présente ses objectifs. Il souhaite lancer 26 nouveaux modèles, augmenter les ventes de véhicules, sans oublier sa griffe personnelle, la réduction des coûts. Vous avez entendu des tas de programmes, des tas de plans qui vont dans tous les sens. On annonce des fermetures d'usines, des volumes de croissance, etc. Mais ce qui n'est pas positionné dans le temps et qui ne fait pas l'objet d'un engagement est rarement fait. Pour réaliser son engagement, Carlos Ghosn réorganise complètement la vie des managers du groupe. Il importe de chez Nissan les équipes transverses qui permettent à des cadres prometteurs comme Mathieu Tenenbaum de se faire remarquer. Ces équipes de jeunes loups sont d'emblée mises en place au technocentre de Guyancourt, là où travaillent les 10 000 ingénieurs de Renault. Les équipes transverses devaient permettre de générer des idées nouvelles en faisant travailler des gens plus jeunes et sans a priori. C'est-à-dire l'idée, c'est de dire je réunis des gens à potentiel et qui a priori ont la tête libre et pensent bien, et je leur donne l'occasion de montrer qu'ils sont plus malins et plus astucieux que les anciens qui ont tendance à rester dans la routine. Et donc ces groupes transverses vont secouer l'entreprise et générer un certain nombre d'idées d'amélioration de performance, de réduction des coûts, enfin on peut imaginer des tas de choses. Il y a toujours quelqu'un qui va venir taper à la porte et dire « il y a mieux, on peut faire mieux, regardez telle ou telle performance quelque part dans le monde, quelqu'un est capable de faire plus vite, mieux, en moins de temps, à moins de coûts, avec une meilleure satisfaction des clients. Mettre en face du management la possibilité de faire mieux, en général le management suit. » Alors pour un certain nombre de brillants sujets, plus de liberté, c'est plus d'opportunités.
pour des gens qui étaient habitués à ces structures collectives, ça peut créer, et ça a créé, un stress qui est le fait qu'on n'est plus dans une structure d'appui, on n'est plus seul, moins encadré, et donc, si l'échec vient, si on ne réussit pas tout, on se sent responsable et ça a créé des situations de difficultés personnelles, oui. Je pense que le problème est là. Il faut que les gens qui supervisent ces gens de projet, qui les managent, comme on dit, soient en mesure de voir si les personnes qu'ils ont avec eux sont capables de supporter le stress qu'on leur impose ou s'ils atteignent une limite qui devient délicate. Fort de ses équipes transverses, Carlos Ghosn lance alors son programme novateur, la voiture 100% électrique. Un projet qui est en partie confié à Michel Balthazar, Bertrand Rochette et Mathieu Tenenbaum. Un vrai défi de recherche et de développement pour Renault, qui pourtant rencontre des réticences au sein des différentes équipes. Sur le véhicule électrique, il y a eu énormément de discussions au sein de Renault. Enfin, tous les ingénieurs disaient « mais non, c'est pas ça qu'il faut faire un hybride rechargeable ». Donc ça a été l'objet de beaucoup de discussions et moi j'étais obligé de prendre des positions fermes pour aligner l'ingénierie, quoi. Et ça, quand vous avez des changements de management, des changements de personnes et tout, cet équilibre-là, il n'est pas facile à gérer dans une grande organisation. Avec le lancement du nouveau contrat Renault en 2006, les méthodes de management de Carlos Ghosn se déploient à tous les étages de l'entreprise. Et seuls les plus endurants résistent. C'est vrai qu'on vit quand même dans l'usine une telle dégradation des conditions de travail, une telle individualisation, c'est-à-dire que le management, c'est aussi le refus de tout ce qui est collectif. On ne mange plus ensemble, on mange séparément en 20 minutes. On peut rentrer dans certains ateliers où on a l'impression qu'il n'y a personne, alors qu'il y a des salariés qui travaillent, mais chacun dans son coin. Et cette recherche un peu du non collectif, ça c'est difficile à vivre. Il y a un management qui nous est demandé et qui nous est appliqué aussi, qui est devenu beaucoup plus autoritaire, moins humain, plus axé sur justement ce fameux résultat à tout prix. Ce sont des méthodes qu'on pourra appeler des méthodes de lavage de cerveau, où on doit psychologiquement conditionner la personne pour arriver à faire ses volumes, quoi. Il a fallu que je subisse les attaques permanentes et incessantes de mon supérieur hiérarchique, ce qui fait qu'à un moment je suis arrivé sur un point de non-retour et que ça a explosé, quoi. J'ai failli en perdre la vie, quoi. Je pense vraiment que c'est la philosophie de mise en œuvre des critères de performance des personnes, pas assez collectifs, trop individuels, trop détaillés et à la fin pas forcément juste, qui a créé un niveau de stress dans l'entreprise. Les syndicalistes du Technocentre Renault sont effondrés. Ils viennent d'apprendre qu'un collègue s'est suicidé chez lui vendredi dernier. Il aurait laissé une lettre expliquant son geste. Son travail devenait trop dur. Avant lui, 3 techniciens se sont donné la mort au sein même de l'entreprise. 4 suicides en quelques mois, le signe pour les syndicats que quelque chose ne fonctionne plus chez Renault. Ghosn est le spécialiste des plans de réduction des coûts. Et là, il nous en fait dans tous les sens. Et les salariés ne le supportent plus. À tel point qu'on a été contacté par des conjointes de salariés qui travaillent sur le Technocentre et qui aujourd'hui nous ont dit on a peur, on a vraiment peur que nos maris fassent aussi des bêtises. Antonio est ingénieur, coordinateur géométrie. Il travaillait sur plusieurs projets. C'était quelqu'un qui aimait faire du travail bien fait. C'était quelqu'un qui aimait Renault. C'était quelqu'un qui était fier de ce qu'il faisait. J'ai fait le calcul de ce qu'il travaillait en juillet, septembre et octobre. Il avait atteint entre 90 et 105 heures de travail par semaine. C'est-à-dire qu'il travaillait toute la journée, tous les soirs, la nuit, le week-end, pour réussir à
à atteindre ses objectifs. Donc le Renault 2009, c'était très clair, c'était pour ça qu'il travaillait, c'était pour ça qu'il s'épuisait. Et une phrase qu'il me disait fréquemment, c'est qu'il me disait « mais tu sais, de toute façon, aucune erreur ne me sera pardonnée ». Le matin du jour où ça s'est produit, il allait mal. J'ai voulu le retenir, l'empêcher d'aller au travail. Et il m'a dit, mais non, c'est extrêmement important. J'ai un entretien déterminant avec ma chef aujourd'hui. Bon, je ne sais pas du tout ce qu'était cet entretien, mais ce que je sais, c'est qu'il a sauté juste après. Voilà. À 9 mois d'intervalle, 2 salariés de Renault Cléon se sont suicidés à l'usine. Le soir où Emmanuel s'est suicidé à l'usine, je suis arrivé, j'ai vu un chef, un responsable, avec une grosse pince coupante qui montait dans les vestiaires. Je l'ai suivi et il allait ouvrir le vestiaire d'Emmanuel, certainement pour voir si une lettre n'avait pas été déposée. Et donc il a fallu que j'intervienne pour lui dire d'arrêter, que la police allait faire le travail et que ce n'était pas à lui d'aller chercher une lettre. Parce qu'on savait très bien que la lettre aurait disparu. Pour la direction, il fallait que les deux suicides, n'aient rien à voir avec le travail, avec l'usine. Mon mari avait des affaires personnelles à son bureau. Et donc, très rapidement, j'ai téléphoné à l'assistante sociale, donc mon seul contact chez Renault. Et là, elle m'a dit, ah ben non, écoutez, je suis désolée, mais pour l'instant, ça n'est pas possible. On s'en occupera, on vous rendra tout ça, bien sûr, mais pour l'instant, ça n'est pas possible, parce que la police a mis les scellés autour du bureau de votre mari. Il faut attendre. Donc j'ai appelé le commissariat de police et là, il y a eu un blanc au bout du fil. Et le commissaire de police m'a dit, mais quel scellé? Les scellés que vous avez mis, parce que voilà, ça pose problème quand même. Mais on n'a jamais mis de scellé. Écoutez, je les appelle immédiatement et je leur donne l'ordre de vous rendre ces affaires, ça devient insupportable. Donc voilà, j'ai découvert par hasard qu'il me mentait depuis des jours, qu'il n'y avait jamais eu de scellé, mais ça a toujours été comme ça de toute façon, ça a toujours été du mensonge, ça a toujours été du mépris, ça a toujours été... voilà. Ce management qui valorise la performance individuelle à outrance et favorise mensonges et dissimulation va se retourner contre ses plus hauts responsables. Il aura suffi d'une simple lettre anonyme pour leur faire perdre tout sens des réalités. Mais tout de même, Monsieur Ghosn, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans une entreprise comme Renault pour en arriver à un tel fiasco? Écoutez, je vous dis, nous avons été trompés, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des systèmes et des procédures qui n'ont pas fonctionné. Donc problème de management, problème de comité d'éthique fonctionnant pas assez bien. De la part de Carlos Ghosn et de ma part, on n'a pas tout partagé. Je pense qu'il y a eu des défaillances dans notre fonctionnement à tous les deux. Voilà, au total, donc je ne suis pas surpris d'avoir eu à payer. Est-ce qu'il y aurait eu d'autres manières de sortir intelligemment de cette faute? Peut-être. Peut-être, mais bon, c'est du passé maintenant. À aucun moment, vous n'avez envisagé vous-même de démissionner dans cette affaire? Vous savez, un patron d'entreprise, quand il est confronté à une crise, il se pose toujours une question de fond, c'est est-ce que je suis un atout pour mon entreprise? C'est une question de fond. J'ai posé et fait un certain nombre de propositions, j'ai été appuyé à l'unanimité.